Je suis prêt à entendre les critiques que l'on peut adresser à Boutelja, à condition qu'on sorte de ce paradigme. Parce que toutes ces critiques qui viennent de ce paradigme sont des critiques aveugles. Et par conséquent, Noé, j'aurais dû mieux me documenter avant, c'est ma faute. Je t'encourage sincèrement à te détourner de Valdari, de Serge Halimi, alors pour Serge Halimi, non pas en général, mais pour ces questions-là, et de lire les décoloniaux. Salut tout le monde. Alors je pensais un peu en avoir fini au sujet de Houriya Boutelja après le débat récent sur la chaîne, mais visiblement non, puisque mon invité d'il y a 15 jours, Doumit, en a reparlé sur sa chaîne à lui, sans prévenir en plus. Alors si vous voulez du drama, vous allez être un peu déçus parce qu'on en a discuté depuis avec Doumit. Je lui ai dit ce que j'en pensais, à savoir que j'avais trouvé ça pas super classe, et il était d'accord, raison pour laquelle il a supprimé la vidéo depuis. Là-dessus, je tiens juste à dire que c'est pas ce que je demandais. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est surtout qu'on en parle avant que sa vidéo sorte, parce que maintenant, le mal est un peu fait, c'est-à-dire que sa vidéo est sortie, elle a fait quelques milliers de vues, ce qui pour nos échelles respectives n'est pas rien, et donc je me sens un peu obligé de répondre, parce que je pense qu'il y a plusieurs problèmes à décortiquer sur le sujet, et je laisserai éventuellement Doumit confirmer ou infirmer ce dernier point, mais je pense qu'il en est un peu conscient, parce qu'entre-temps, il a aussi dit qu'il allait réorienter ses contenus pour éviter de faire une vidéo par jour, ce qui est monstrueux comme rythme, et qui conduit fatalement à faire des approximations et à prendre des raccourcis avec l'éthique. Et puis les vidéos qui sont pas écrites, les vidéos qui sont peu écrites, finalement je laisse passer volontairement, hein. Des choses qui sont inexactes, des choses qui sont approximatives, je reviens pas dessus. Je pense que ce modèle-là a des limites, il a un certain nombre de limites qui sont à la fois des limites d'ordre purement qualitatif, hein. Est-ce que ce que je propose est suffisant et satisfaisant? Et ça a aussi des limites d'ordre éthique. Est-ce que finalement le modèle du clash permanent, c'est quelque chose de très pertinent, de très juste? Je ne sais pas. Donc je suis assez d'accord avec Doumit là-dessus, et même plus généralement, Doumit c'est quelqu'un que j'aime bien, c'est quelqu'un avec qui je suis d'accord sur beaucoup de choses, et je pense que ça s'est vu dans notre débat d'ailleurs, alors même que justement ce débat portait sur un point spécifique, sur lequel on a un désaccord profond. Donc je réitère, si vous êtes venu pour du sang, il n'y en aura pas. Par contre, pour moi, c'est important de clarifier certaines choses par rapport au sujet évoqué dans la vidéo, notamment vis-à-vis de Chloé Valdari, de mes propres positions, et aussi de Serge Halimi qui était mentionné à la fin. Et dernière chose importante avant de commencer, l'objet principal de cette vidéo, c'est pas de vous dire que j'ai raison et que Doumit il a tort. Le but de mon propos aujourd'hui, ça va être d'une part de reconnaître les angles morts de ma propre réflexion, parce qu'ils sont là bien sûr, et aussi, et c'est de bonne guerre, de souligner ceux qui existent dans celle de Doumit, de Boutelja, et d'un certain nombre de sympathisants de cette dernière qu'on peut croiser sur internet. Alors pour commencer par Valdari, j'ai bien aimé déjà les photos qui m'ont été envoyées depuis la vidéo de Doumit, où on voit donc Chloé Valdari avec un drapeau d'Israël. Donc oui, elle a grandi dans une famille chrétienne, mais je crois qu'elle célébrait aussi les fêtes juives, je sais pas exactement pourquoi. En tout cas, clairement, elle ne milite pas pour la fin de l'État d'Israël, ce qui est, pour les décoloniaux, au mieux de mauvais goût, et au pire, rédhibitoire. Mais en fait, je sais pas si vous êtes au courant, on peut être antiraciste sans être antisioniste. Et même, j'ai un scoop pour vous, on peut aussi être antisioniste et un énorme raciste. Si, je t'assure. Coucou. Donc antiracisme et antisionisme ne sont pas nécessairement liés, et si vous pensez le contraire, vous avez juste bu trop de limonade décoloniale. Et vous tombez dans le même travers que beaucoup des fans de Boutelja, vous confondez impérialisme, progressisme, colonialisme, racisme et même capitalisme. Et ça, on va dire les termes, ce sont des raisonnements d'enfants. La vie, c'est pas binaire comme ça, le racisme prédate le capitalisme, l'impérialisme aussi, et le progressisme n'est pas automatiquement vicié par des considérations de domination d'une population sur une autre, même quand c'est un progressisme blanc. Et les Boutelbros peuvent faire leur cirque habituel sur Twitter, ils peuvent se rouler par terre et taper du poing, ça ne change rien à la nuance et la complexité du monde qu'ils refusent de voir. Mais donc revenons-en à Chloé Valdari. La première chose à dire, c'est sur la question des formations, parce que Doumit utilisait la carte boutiquier pour tenter de décrédibiliser Valdari. Alors attention Doumit, je te rappelle que tu es blanc, on ne moque pas comme ça le combat pour l'émancipation financière d'une femme racisée. Donc j'avoue cette petite pique est un peu un coup bas, et je vous promets que c'est la seule, et plus sérieusement, moi non plus. Je suis pas fan des vendeurs de formation. Mais il faut bien garder un truc en tête, c'est que c'est pas un argument en soi, le fait que quelqu'un vende des formations. Quand j'ai critiqué par exemple le Raptor sur la chaîne, c'était avant tout parce que les produits qu'il vend sont visiblement de mauvaise facture. Le prix de ses compléments alimentaires, par exemple, est scandaleusement haut par rapport à leur qualité. Mais donc moi je vous pose la question, que ce soit à Doumit ou à d'autres, parce que j'en ai vu d'autres, hein, oui je t'ai vu dans mes mentions, ne t'inquiète pas. J'en ai vu d'autres donc qui venaient faire leur malin sur Twitter à me parler de Valdari, comme si c'était infamant en soi. Les gars, il suffit pas de mettre quelques photos d'elle avec un drapeau d'Israël ou de dire qu'elle vend des formations pour prouver qu'elle a tort. Et surtout que les conséquences de son discours, et c'est pas un hasard si j'ai choisi ce mot, sont néfastes. Et encore une fois, il y a un truc que je trouve un petit peu suspect, les amis, c'est que quand vous parlez d'elle, vous mettez soit l'accent sur son sionisme, soit sur ses formations, mais pas beaucoup quand même sur son appétence pour MLK, Martin Luther King Jr. Pourtant, c'est la raison principale pour laquelle je l'ai invoqué dans notre débat, et c'est aussi probablement son influence principale à elle, et ça, vous pouvez pas l'ignorer. I've heard this argument actually in one of the classes that I took in college about Malcolm X, and sort of like you needed both Malcolm X's wing of the civil rights movement
versus King's version of the civil rights movement in order for people to actually see the legitimacy of and really understand the power of King's perspective, because it was sort of contrasted with this more dogmatic perspective. That being said, I think that I agree with you that there needs to be another political force, but the only political force that seems to exist right now would be the equivalent of the Malcolm X wing and not the equivalent of the Kingian wing. And obviously people say that the means justifies, or the ends justify the means, but for me, like, the means and the ends are one. And so it matters how you build that political force. It matters the values that political force, operates according to. So it's not just enough to have a force. You have to have a force that stands for something and that has a line that it will not cross, has lines that it will not cross. Chloé Valdary, contrairement à Horia Boutelja, mobilise constamment la question des affects, parce qu'elle a compris, comme un certain penseur du XVIIe siècle, que ce n'est pas la force des armes qui dompte les cœurs, c'est l'amour et la générosité. Éthique, appendice de la 4e partie, chapitre 11. Ça, c'est un penseur dont les textes ont survécu à l'épreuve du temps. Et c'est pas un hasard. Et donc, Doumit, tu peux rigoler en disant que cet appel à l'amour, c'est une évidence, que c'est un lieu commun, etc. Mais c'est un lieu commun sur lequel Boutelja fait totalement l'impasse. Et vous allez me dire que le sous-titre de son premier bouquin parle d'amour révolutionnaire. Mais si de fait tu ne mobilises que des passions tristes, c'est juste un vernis en fait, c'est pas sérieux. Et c'est pour ça que je parle autant de Spinoza dans cette discussion, alors que de base il n'a rien à voir avec ces questions. Précisément parce qu'il fait cruellement défaut à nos amis décoloniaux. Parce que moi je veux bien, Doumit, que tu me dises que j'ai un angle mort sur la pensée décoloniale. Et même je vais être tout à fait honnête, c'est vrai. Les seuls que j'ai lus, c'est un tout petit peu de Fanon et les 2 bouquins de Boutelja. Ça fait léger. Donc clairement j'ai une cécité sur ce sujet, et ça va être ma mission de ces prochains mois, de me pencher sur ça plus sérieusement. Mais de votre côté, et là je parle pas que à Doumit, mais à tous les Boutelbros, vous avez aussi des angles morts. Et je vais y revenir dans un instant, mais avant ça, j'aimerais rajouter que vous êtes un peu sectaires, les gars. Parce que je vous ai vu dans les commentaires, sur Twitter, etc., t'as quand même des mecs qui disent, premier degré, que si t'es pas décolonial, t'es de droite. On en est là. Alors je suis désolé de vous le dire comme ça, mais ce type de raisonnement, c'est l'essence de la xénophobie. Cette mentalité de t'es avec nous ou t'es contre nous, c'est précisément ce contre quoi Valdary essaie de vous mettre en garde. The reason why we take that approach is because racism is fundamentally a kind of us versus them way of thinking that creates this mechanism by which we split the world into all those people who look like this are good, all those people who look like this are bad. And it's really fundamentally a defensive mechanism. And so the practice of love is really teaching us how to unlearn casting those projections, how to recall those projections. Et c'est d'autant plus légitime d'écouter cette mise en garde qu'on a des objectifs communs. Bien sûr que comme vous, je me rends compte qu'il y a des discriminations en France qui persistent et qui ciblent, par exemple, spécifiquement les musulmans français. Un cas emblématique d'il y a quelques mois, à quoi ça rime de faire un décompte des élèves absents pendant l'Aïd ? À rien, fêter l'Aïd, c'est pas un signe de radicalisation religieuse, c'est purement discriminatoire de faire ça. Et si je vous dis ça, c'est pour appuyer le fait que oui, on peut avoir des objectifs communs sans être d'accord sur la méthode. Et c'était tout l'intérêt de ce débat initial avec Doumit, qui maintenant malheureusement tombe un petit peu à l'eau puisqu'on se fait rattraper par les algos de YouTube et ce qu'ils encouragent. Mais donc j'en reviens à vos angles morts. La raison pour laquelle j'insiste autant sur ce point, c'est que les affects positifs sont d'une part un bonus pour qu'un discours politique ait une chance de faire changer d'avis, mais aussi et peut-être surtout, c'est la condition sine qua non pour qu'il ait des externalités morales positives. La fin ne justifie pas les moyens. C'est ça que je suis en train de vous dire. Et tant que vous ne considérerez pas cette cécité spécifique qui est la vôtre et celle de Boutelja, vous serez à mon avis condamné dans une certaine mesure à prêcher des convaincus, et ça va vous mettre en vase clos et vous allez continuer dans cette dynamique sectaire que j'évoquais plus tôt. La droite ne commence pas à l'extérieur de la Zawa Prod, faut arrêter de déconner. Mais au-delà de ça, et c'est peut-être plus embêtant, vous serez condamné par relativisme à défendre des choses qui sont moralement répréhensibles. Et c'est pareil, là je vais faire une autre parenthèse, parce que je vous vois sur Twitter à dire que vous n'êtes pas dans des postures morales. C'est faux. Tout le monde en politique est dans une posture morale. La politique, fondamentalement, est aussi, et peut-être même surtout, une discipline morale. Et quand je parle de morale, je vous parle pas de moraline, moi j'en ai rien à faire des états d'âme de Pujadas ou je ne sais quel chien de garde. Quand je vous parle de morale, je vous parle d'éthique, de philosophie. Et j'insiste sur ce point. En politique, nous sommes tous des agents moraux. Par exemple, quelle que soit votre position sur ce qui se passe en ce moment à Gaza, vous pensez ce que vous pensez du fait de considérations morales. Il faut que ça vous rentre dans le crâne, ça. Donc arrêtez de dire que vous n'êtes pas dans des postures morales, c'est faux. C'est juste faux. Et puisqu'on parle de ça, j'aimerais juste rebondir sur un truc qu'a dit Doumit qui me paraissait important. Donc pour Valdary, en fait, il n'y a pas d'abstraction, il n'y a que des êtres humains. Et pour elle, l'individu en tant qu'être humain, c'est pas une abstraction. Alors ça, c'est quand même un peu bête.
Parce que justement, la théorie individualiste elle-même reconnaît que l'individu est une abstraction. Ça, je pense que c'est symptomatique de ce que je décris. Et c'est dommage là parce que Doumit ne précise pas quelles abstractions pourraient être opposées à l'abstraction individuelle. Et juste, il a raison sur le fait que l'idée d'individu est une forme d'abstraction. Aucun problème avec ça. Là où il y a un problème par contre, c'est que dès qu'on sort de cette abstraction individuelle, et qu'on va vers des abstractions collectives, il y a une asymétrie éthique. Alors, formulé comme ça, c'est pas très clair, donc je vais le dire autrement. La notion de société ou de communauté, c'est une abstraction. La notion d'individu, c'est une autre abstraction. Maintenant, plaçons ces abstractions dans le contexte de l'éthique. Un des buts de la philosophie morale sur lequel beaucoup de gens s'accordent, c'est celui d'éviter la souffrance. Mais si on réfléchit à nos petites abstractions là, et à leur lien avec la souffrance, eh ben l'asymétrie dont je parle, elle devient évidente. Une société ne souffre pas. Ce sont les individus qui souffrent. Parce que pour souffrir, il faut être doué de conscience, et une société, une communauté, ce n'est pas une entité consciente. Et ça, c'est crucial. Elle est là, la cécité de Doumit. Et moi, je dis pas que les marxistes sont complètement en tort là-dessus. Oui, un collectif, c'est plus qu'une somme d'individus. Mais quand on parle d'éthique, on en revient à la question individuelle. Parce que fondamentalement, la souffrance est corrélée à la conscience. Et c'est pour ça que les affects et les considérations morales conséquentielles qui leur sont attachées, c'est aussi important. Parce que sans ça, on en arrive à défendre des dingueries. Noé reprend justement pour critiquer Boutelja un article du Monde Diplo rédigé par Serge Halimi. Voilà, l'article je l'ai là. Et Noé cite ce passage-là de l'article. « Entre le salarié de M. Bernard Arnault, ouvrier mais blanc comme son patron, donc responsable au même titre que lui du crime colonial, et l'homme indigène qui bat sa sœur ou sa compagne, Boutelja a choisi. La condition de dominer du premier ne l'intéresse pas vraiment, puisqu'il est par ailleurs solidairement coupable du pire. » Vous remarquerez que il ne cite pas Boutelja ici, donc on n'a pas les citations qui illustrent ce propos. Le second doit en revanche être, sinon encouragé, en tout cas protégé par ses victimes, que Boutelja invite à deviner dans la virilité testostéronée du mâle indigène la part qui résiste à la domination blanche, afin de canaliser sa violence vers d'autres destinataires. Alors c'est pareil, moi je veux bien qu'on me dise machin, t'es dans une position de gauche blanche, si vous voulez, mais est-ce que vous avez réfléchi aux conséquences éthiques du discours de Boutelja, ce que critique ici Serge Halimi? Est-ce que moralement ça vous semble être une direction dans laquelle il faut aller? Parce que moi je crois pas. Et on a des exemples de ce que ça provoque ce relativisme et cette volonté de défendre une forme de légitimité contextuelle de violence interpersonnelle sous prétexte qu'elle se produise dans un cadre non blanc. Par exemple, est-ce que vous connaissez l'histoire de Yasmine Mohamed? Moi je la connais très bien parce que je suis le traducteur français de son bouquin Unveiled. Alors je sais que parler d'une ex-musulmane ça va être pareil chez certains nigauds qui sont pas capables de penser avec un tout petit peu de nuance, ça va être la preuve de mon crypto-droitisme. Si vous pensez ça c'est votre droit, mais en fait il y a des choses à apprendre aussi dans son histoire à elle. Yasmine c'est une femme canadienne d'origine palestino-égyptienne qui rapidement a été mise dans un contexte où elle était sujette à des violences. Et quand elle s'en est plaint après des années d'abus aux autorités canadiennes, le juge lui a concrètement dit que ça relevait de la liberté culturelle de sa mère et de son beau-père de lui faire subir ce qu'il lui faisait subir. Et je vous donne pas de détails, mais c'est des sévices graves qu'elle a subis. Ce genre d'histoire, c'est une conséquence possible du relativisme que je pointe du doigt, et de cet aspect du discours de Boutelja. Et moi je ne peux pas être d'accord avec ça. Encore une fois, la fin ne justifie pas les moyens. Voilà. Vidéo peut-être un petit peu plus dans l'émotion que d'habitude, avec moins de citations aussi d'ailleurs. Je pense que vous l'avez vu que j'ai été un peu touché par cette histoire avec Doumit, et même plus globalement par l'ambiance qui règne en ce moment sur les réseaux sociaux. Je pense que l'actualité internationale est tellement grave que tout le monde se crisme, et le problème c'est que ça, justement, ça alimente une forme d'escalade de la violence. Et ça m'inquiète beaucoup, et je dirais même que ça m'affecte. Que voulez-vous, comme l'a dit Antoine Goya, je suis un mauvais stoïcien. Et il a raison, tu as raison Antoine, je suis un mauvais stoïcien, tout simplement parce que avant d'être stoïcien, je suis spinoziste. Or, au contraire des stoïciens, que par ailleurs Spinoza admire et cite, bah lui, il a compris qu'on ne peut pas totalement se départir de nos affects, et même qu'il y a une certaine beauté, une certaine poésie dans les passions humaines. Et pour souligner ça, je vais conclure par un extrait du traité politique que j'ai déjà mentionné ailleurs, mais que je trouve magnifique et qui souligne bien tout ça. Je cite. En face des passions telles que l'amour, la haine, la colère, l'envie, la vanité, la miséricorde et autres mouvements de l'âme, j'y ai vu non des vices, mais des propriétés, qui dépendent de la nature humaine, comme dépendent de la nature de l'air, le chaud, le froid, les tempêtes, le tonnerre, et autres phénomènes de cette espèce, lesquels sont nécessaires, quoique incommodes, et se produisent en vertu de causes déterminées par lesquelles nous nous efforçons de les comprendre. Et notre âme, en contemplant ces mouvements intérieurs, éprouve autant de joie qu'au spectacle des phénomènes qui charment les sens.